Bonsoir, David. Bonsoir Michel, vous m'entendez bien? Oui, parfaitement. Alors, cette crise, au-delà d'être une crise sanitaire immense, catastrophique, c'est aussi une crise économique, on l'a vu, c'est aussi d'une certaine manière une crise sociale. C'est enfin aussi une crise politique majeure. Oui, alors vous savez, le grand historien Fernand Braudel disait au XXe siècle, il y a des économies mondes, c'est-à-dire des systèmes productifs qui sont distribués par-delà les frontières nationales et qui ne peuvent être appréhendés que dans leur dimension globale. Je crois que la crise du coronavirus que nous traversons actuellement s'inscrit vraiment dans cette approche braudélienne. Je pourrais dire, si je voulais forger un néologisme, que nous sommes face à une crise monde, c'est-à-dire que vous avez un premier foyer épidémique qui apparaît dans la province du Hubei, en Chine, et parce qu'il n'est pas détecté de manière précoce, parce qu'il n'est pas contenu de manière précoce, en partie d'ailleurs parce que l'appareil sanitaire chinois a mis du temps à réagir, eh bien, il se propage aux quatre coins de la Chine, en fonction d'ailleurs des hubs de communication. Je vous recommande de regarder de ce point de vue l'infographie du New York Times qui est sortie hier sur la diffusion chronologique du virus. Et puis il se propage aussi au même rythme et en même temps dans le monde entier avec les mouvements des passagers qui prennent l'avion, puisque vous savez que les mobilités transfrontalières par avion sont très importantes. Un seul chiffre pour s'en persuader, 4 milliards de personnes ont pris l'avion en 2018, 1,4 milliard de personnes ont pris l'avion à des fins touristiques. Et il semble bien effectivement que le virus se diffuse aujourd'hui en Europe, aux États-Unis, sans doute demain de manière plus massive en Amérique du Sud et en Afrique, en fonction de ces hubs intercontinentaux que sont les aéroports et les mégapoles qui accueillent à la fois des clientèles d'affaires et des touristes. Donc on est dans une crise monde. Évidemment, l'urgence, c'est la crise sanitaire qui a été très bien décrite tout à l'heure, à la fois par le professeur et par Frédéric Bizarre. Il y a la crise économique qui se profile aussi, mais effectivement, derrière, nous avons une crise monde, une crise globale, qui pourrait avoir aussi des conséquences politiques très lourdes, puisqu'on voit déjà aujourd'hui le ton monter entre les États-Unis et la Chine, et la guerre froide un peu larvée qui se déroule silencieusement avec quelques incidents entre ces deux superpuissances depuis 10 ans pourrait prendre un cran supplémentaire dans les semaines qui viennent. Donc nous sommes vraiment face à une crise totale. Ce n'est pas la première fois, puisque nous avons déjà vécu la même chose avec la crise de 2008. Le point commun entre ces deux crises mondes, c'est que vous avez un incident qui survient dans un point du système. En général, il s'agit d'un point nodal. En 2008, c'était le marché du logement américain, avec ses produits subprimes qui ont connu le destin que vous savez. En 2019, c'est un foyer épidémique dans la région de Wuhan. Mais dans les deux cas, c'est un épicentre qui est un point nodal et ensuite une propagation exponentielle en raison de l'imbrication profonde dans un cas des systèmes financiers et dans l'autre des systèmes de circulation des êtres humains, des mobilités transfrontalières. Donc nous sommes face à une crise monde et le problème, c'est que nos appareils publics, on y reviendra peut-être, ne sont pas taillés pour faire face à ce type de crise. Alors, crise monde, crise géopolitique. Première question pour essayer de trouver des solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire à court terme? Alors à court terme, à très court terme si j'ose dire, il faut d'abord écraser, pour ce qui concerne la France, l'Italie, l'Espagne, la courbe épidémique. Je ne vais pas refaire la démonstration qui a été très bien faite à plusieurs reprises dans les médias. Nous sommes face à une multiplication du nombre de malades et notamment de cas graves. Et nous avons, faute parfois d'anticipation, des capacités hospitalières qui risquent la surcharge. Donc priorité est donnée à l'écrasement de cette courbe épidémique et du nombre de malades. Ensuite, nous avons à court terme aussi un problème qui va être la récession économique majeure qui se profile, puisque
comme ça a pu être dit, nous avons une production qui va chuter drastiquement. Sur le deuxième semestre, on pourrait perdre 30, 40, 50% de l'activité pour cette bonne raison que les gens sont confinés chez eux. Donc, vous avez une partie très substantielle des travailleurs qui est loin de son poste de travail et vous avez une déprime de la consommation. Évidemment, puisque les gens ne peuvent pas acheter autre chose que du commerce en ligne ou des produits de première nécessité. Ajoutez à ça les très importantes perturbations sur les chaînes de valeur qui sont désormais globalisées et vous avez tous les ingrédients pour une récession globale. Et le problème, c'est que comme nous sommes dans un monde d'interdépendance, c'est ce que disait la ministre Pannier-Runacher tout à l'heure, quand bien même la production chinoise recommencerait à donner des signes de dynamisme, comme la Chine est un pays, une puissance exportatrice très dépendante des marchés intérieurs européens et américains, eh bien la crise risque de durer et de se prolonger selon un phénomène de domino. Donc à très court terme, ce qu'il faut, c'est premièrement écraser la courbe épidémique, surmonter évidemment la propagation de la pandémie, sachant que les pays qui prennent des mesures drastiques de confinement seront probablement à moyen terme obligés de fermer leurs frontières, au moins avec les pays qui ne prennent pas ce type de mesures. Je prends l'exemple du Brésil, par exemple, qui aujourd'hui présente une situation très inquiétante. Si la France, l'Espagne, l'Allemagne arrivent à vaincre l'épidémie sur leur territoire, mais que les frontières restent ouvertes avec un pays où l'épidémie se propage de manière incontrôlable, nous avons une véritable difficulté. Et cette difficulté ne pourra être traitée que si effectivement nous passons à la vitesse supérieure sur les tests, sur le traçage des patients, sur le diagnostic et sur le traitement. Donc, il y a ces deux priorités-là. Et puis, à moyen terme, effectivement, je pense qu'il faut réfléchir à une nouvelle architecture de la mondialisation parce que Edgar Morin avait cette phrase que je trouve très juste. La mondialisation telle que nous la connaissons aujourd'hui, c'est de l'interdépendance et de l'interconnexion sans solidarité. Nous n'avons pas construit le niveau de puissance publique et le niveau de solidarité qui nous permet de faire face aux fragilités auxquelles nous expose cette interconnexion et cette interdépendance. Et le défi pour nous, c'est d'arriver très rapidement, et là il y a urgence aussi de ce point de vue-là, à proposer une autre architecture. Faute de quoi, si nous ne sommes pas capables de proposer une architecture alternative, eh bien vous aurez une réaction inévitable des peuples qui a déjà commencé après la crise de 2008, qui se révoltera contre une mondialisation qu'ils jugent de plus en plus dangereuse, de plus en plus injuste, de plus en plus néfaste, et vous risquez de voir proliférer une offre politique qui a déjà connu un certain succès ces 10 dernières années, c'est-à-dire le nationalisme autoritaire. Je crois que Romain Lacombe avait une question pour David. Le micro était… Pardon. Oui, parfait, tout à fait, pardon. Merci beaucoup Michel et merci beaucoup David. Sans solidarité justement au niveau international, au niveau de ces interdépendances mondiales, comment est-ce qu'on fait face dans les jours, dans les semaines, dans on va dire les 2-3 mois qui viennent concrètement pour sortir de la crise, sortir du confinement, sortir de la dépression dont vous parliez? Alors, dans les 2 ou 3 mois qui viennent, nous n'avons pas d'autre solution que de faire confiance aux appareils publics, qui sont d'ailleurs d'une qualité inégale. Je le dis avec une certaine tristesse, mais cette crise mondiale qui nous frappe tous en même temps est aussi un benchmarking de politique publique et de modèles de gouvernance. Et on voit que certains pays et certains modèles de gouvernance s'en sortent plus ou moins bien. Donc, nous sommes obligés de faire confiance à nos différents systèmes politiques, à nos appareils sanitaires publics. Il faut bien sûr aussi une union très forte de la société, puisque les efforts que chacun fait en respectant les consignes paieront pour écraser la courbe épidémique. Mais je ne vois pas, si vous voulez, comment à moyen terme nous pouvons faire l'économie d'une véritable réflexion sur l'harmonisation des normes dans un certain nombre de domaines, parce qu'il y a 10 ans, je le disais tout à l'heure, nous avons eu une crise financière absolument catastrophique dont nous venions à peine de nous relever, puisqu'il a fallu 10 ans, notamment en Europe, avec la crise des dettes souveraines pour sortir la tête de l'eau. Aujourd'hui, nous sommes frappés de plein fouet par une autre crise de l'interconnexion, une autre crise monde, qui est cette pandémie du coronavirus. Demain, ça pourrait être une autre fragilité dans le système, que sais-je, alimentaire, énergétique ou autre. Et face à ces fragilités systématiques, nous ne pouvons pas simplement faire confiance à nos appareils publics, qui sont d'ailleurs de plus en plus lents à réagir. Nous devons vraiment
travailler sur la prévention, sur la surveillance, sur la coordination des politiques publiques, faute de quoi nous irons de crise en crise avec, comme le disait Michel dans sa question tout à l'heure, des opinions publiques qui vont forcément réagir, se crisper, se cabrer, et nous allons faire progresser des offres politiques nationalistes autoritaires qui risquent bien de nous amener dans le mur. Alors pour faire suite à ma question, si on cherche un rayon de soleil peut-être, s'il en existe dans cette crise, quelles leçons on peut tirer ou quelles leçons on pourra tirer de la réponse qu'on fera à la crise pour les autres grands sujets, les autres grands problèmes ou les problématiques mondiales, que ce soit le changement climatique, tout ce qu'on peut imaginer qui se règle à l'échelle de la planète, justement. Si vous voulez, comme j'ai un esprit assez cartésien, je pense qu'il faudra que l'on ait une conférence internationale qui établisse une cartographie des risques, ce qu'on n'a jamais vraiment fait. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de domaines que j'appelle des domaines systémiques, dans lesquels, quand vous avez une fragilité qui survient en un point nodal, si cette fragilité se propage à l'ensemble du système, c'est comme un jeu de dominos. Tout le système est affecté. C'est le cas de la finance, c'est le cas de l'épidémie et de la pandémie, mais ça peut aussi être le cas des réseaux énergétiques, des réseaux d'approvisionnement alimentaire, par exemple la dépendance européenne aux protéines végétales importées d'Amérique du Sud en particulier, dont on ne parle jamais et dont on pourrait dans quelques années se mettre à parler, est une vulnérabilité extrêmement forte. Donc il faut faire cette cartographie des risques, et ensuite il faut que les organisations internationales thématiques, je pense à l'Organisation mondiale de la santé bien sûr, mais on pourrait parler de l'Organisation internationale du travail, de l'organisation onusienne, la FAO, qui s'occupe de l'alimentation et de l'agriculture, fassent cette cartographie des risques et définissent des normes multilatérales. Ensuite, ce n'est pas aux organisations internationales de dire ce que les différentes nations doivent faire. On voit bien que cette solution-là ne fonctionne pas. On voit bien, par exemple, la démonétisation d'organisations comme l'OMS ou l'OIT depuis une vingtaine d'années. En revanche, elles peuvent travailler de concert avec les nations à l'élaboration de règles qui sont ensuite incorporées dans le droit interne des différents États-nations. C'est ce qu'a essayé, par exemple, de promouvoir la France avec le Pacte mondial pour l'environnement dès 2017. C'est un pacte qui se compose d'un certain nombre de principes que la France voulait que chaque État-nation ratifie et inscrive dans son droit interne. Par exemple, le principe de précaution, qui nous serait fort utile en ce moment, ou le principe du pollueur-payeur. Le problème, c'est que quand la France a proposé ce pacte à Nairobi en 2019, elle s'est heurtée au refus franc et massif de pays qui ne sont pas coopératifs de ce point de vue-là. C'est le cas du Brésil, c'est le cas des États-Unis, c'est le cas de la Chine. Ce sont des superpuissances qui, aujourd'hui, ne jouent pas le jeu du multilatéralisme. Et c'est là peut-être un chemin pour la France et pour l'Europe. Il faut que nous reprenions le flambeau du multilatéralisme en changeant de méthode. Moi, je crois, comme l'a dit la juriste Mireille Delmas-Marty, à l'état de droit mondial sans État mondial. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de gouvernement du monde, comme on l'espérait dans les années 1980, parce que les États sont très attachés à leur souveraineté et ça ne risque pas de changer dans les années qui viennent, vu les dirigeants politiques qui arrivent au pouvoir. Mais il faut arriver à se mettre d'accord pour définir des règles multilatérales qui seront ensuite traduites dans les législations internes de ces États. Je crois que Guy Philippe avait une question. Oui, alors, juste pour rebondir sur ce qu'a dit Romain et ce que venait de dire David, pour parler d'architecture mondiale, on peut tous être d'accord là-dessus. Le problème qu'on voit avec la crise sanitaire aujourd'hui, c'est qu'on sent bien que ça ne va pas suffire de juste faire la politique de suppression sur les différents pays, vu qu'aujourd'hui on voit des mouvements de vaste communication de pays occidentaux vers les pays asiatiques. Et on se rend compte en ce moment qu'il y a peut-être un risque de ping-pong terrible où les pays qui ne sont plus infectés risquent d'être réinfectés par les pays nouvellement infectés, en particulier l'Europe et dans quelques semaines, très probablement les États-Unis. Et derrière ça, il va y avoir aussi la réinfection qui va venir des pays émergents. Donc la question que j'aurais est très simple. Est-ce qu'en fait, cette architecture mondiale, on n'en a pas besoin tout de suite, maintenant, pour absolument, d'une façon coordonnée et globale, arriver à gérer cette crise sanitaire, d'une part,
Et d'autre part, est-ce que les pays européens, malheureusement, peuvent vraiment porter le flambeau lorsqu'on sait qu'en réalité, ceux qui ont développé les meilleures méthodes pour mettre fin à cette crise sanitaire, eh bien, ce sont les pays asiatiques avancés, en particulier la Corée, Taïwan, etc. Mais vous avez tout à fait raison, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le risque que présentent certaines nations qui ne prennent pas les mesures nécessaires pour écraser la courbe épidémique ou qui sont sur cette stratégie de l'immunité collective. Je pense que c'est un peu le pari que fait aujourd'hui le président brésilien, même si, comme vous le savez, le Brésil est un pays fédéral et que les gouverneurs et les maires des grandes villes ont une stratégie beaucoup plus responsable. Donc, moi, je ne peux que souscrire à ce que vous dites. Simplement, si je regarde de manière réaliste l'état du monde aujourd'hui, force est de reconnaître que ça ne risque pas d'arriver dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Donc, pour résoudre ce problème, il y a deux solutions. Soit on entre dans un cycle de fermeture durable des frontières, c'est ce vers quoi on risque d'arriver, parce que ce que cette crise a démontré, c'est la rapidité avec laquelle nous pouvions passer de la mondialisation à la démondialisation. Car enfin, regardez la situation aujourd'hui. Presque toutes les frontières nationales sont fermées, les flux commerciaux sont gelés, les chaînes de valeur sont perturbées. Il n'y a presque plus d'avions dans le ciel. Les flux touristiques se sont interrompus. Les bateaux de shipping sont très perturbés. Donc, vous voyez qu'on peut passer très rapidement d'une phase de mondialisation et d'interconnexion très avancée à une phase de démondialisation très avancée. Le seul domaine dans lequel il n'y a pas de démondialisation actuellement, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est-à-dire la mondialisation de l'information. Au contraire, il y a une surmondialisation de l'information en ce moment. Mais si vous voulez, si on n'arrive pas à trouver une stratégie qui permette de détecter, tester et traiter très rapidement les cas qui reviennent sur le territoire une fois qu'on aura surmonté la phase épidémique aiguë, je crains que nous ayons des États qui prennent effectivement des décisions de fermeture de frontières. Ma lueur d'espoir, c'est que nous arrivions très vite, sans parler du vaccin qui prendra 12 à 18 mois, à trouver une solution basée sur du dépistage massif et du traitement avec de la chloroquine, de l'hydrochloroquine, des antirétroviraux, je ne sais quoi. Il y a des essais médicaux en ce moment qui sont à l'œuvre. Si nous arrivons à développer cette stratégie de dépistage et de traitement massif, ce qui suppose une infrastructure et une logistique et une organisation très importante, il va falloir pour les pays européens qui montent en régime de ce point de vue-là, eh bien, nous pourrions éviter le pire de ces fermetures non coopératives de frontières. Faute de quoi, si nous n'arrivons pas à faire ça, nous aurons une démondialisation, hélas, durable. Une question, David, à propos de peut-être ce scénario qui pourrait nous arriver quand on voit l'émergence de philosophie collapsologues, d'acteurs qui pensent pouvoir développer du localisme massif. Est-ce qu'on pourrait imaginer que le monde se recroqueville sur lui-même, que les communautés se recroquevillent sur elles-mêmes et que le monde devienne une sorte d'îlots, d'archipels, avec finalement plus tellement de coordination globale. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer comme scénario? Est-ce que la décentralisation massive est un scénario possible à 2 ans, 3 ans, 5 ans ou peut-être même avant? C'est la question clé, à mon avis, Michel, des prochaines années. Et là encore, je vous invite collectivement à relire Brodel. Qu'est-ce que c'est que l'économie mondiale depuis 2000 ans? C'est l'histoire d'une succession de phases de mondialisation et de démondialisation ou de fermeture. Je relisais récemment une histoire de la chute de l'Empire romain, qui était déjà à sa façon une économie monde, puisque tout autour de la Méditerranée, il y avait des infrastructures de transport, des échanges commerciaux, des flux humains. On donnait la nationalité à des citoyens africains, les dits Caracalla. Et puis, à partir du IIIe siècle, apparaissent des difficultés. 3 crises, en réalité, apparaissent. Une crise de sûreté des frontières, avec les barbares qui arrivent aux portes et qui poussent, en quelque sorte, aux portes. Une crise de sécurité économique,
avec des rendements agricoles qui diminuent, des réserves agricoles qui sont en baisse et, on l'a oublié, une crise sanitaire et une crise épidémique très grave. Et c'est la conjugaison de ces trois crises qui a provoqué l'effondrement de l'Empire romain. Si on regarde les 20 premières années du XXIe siècle, malheureusement, nous avons coché ces trois cases, puisque nous avons en 2001 une crise de sûreté avec le 11 septembre, une attaque terroriste sans précédent, qui inaugure une décennie de terrorisme international très forte et des guerres au Moyen-Orient que vous connaissez. En 2008, vous avez une crise de sécurité économique et financière, puisque la crise de 2008, qui est au départ une crise de la finance américaine, du marché du logement américain, va se propager au monde entier, à l'Europe, aux pays émergents. Et puis, vous avez une crise pandémique en 2020 qui, effectivement, aujourd'hui, met toute l'économie les genoux par terre. Eh bien, il ne tient qu'à nous d'éviter que nous connaissions le même sort que l'Empire romain, c'est-à-dire une fermeture profonde. Et effectivement, moi, je vois deux offres politiques monter en puissance. Celle qu'on voit déjà depuis 10 ans, au fond, qui est le nationalisme autoritaire dont je parlais tout à l'heure. Il suffit d'ouvrir un atlas mondial pour voir que dans beaucoup de grands pays, ce sont des dirigeants autoritaires et nationalistes qui sont au pouvoir. Le Brésil, d'une certaine manière, l'Inde, d'une certaine manière, le président américain, certains pays européens, voilà, la Turquie, la Russie. On voit que cette offre-là, elle est bien installée et je pense qu'elle va prospérer dans les années qui viennent. Et puis, vous avez raison de dire aussi un discours écologique, mais à la sauce collapsologique, parce que moi, je me sens profondément écologiste, mais ce discours écologiste à la sauce collapsologique, c'est un discours de l'autarcie, c'est-à-dire un discours qui va dire, au fond, la mondialisation, c'est catastrophique, ça ne nous amène que des crises, que des effondrements, que de la misère, de l'injustice, etc. Replions-nous sur nos territoires, construisons des communautés locales autosuffisantes, des îlots, et nous aurions ainsi un monde qui se réduirait à quelques îlots collapsologiques ou survivalistes. Et ça, c'est un danger aussi parce que les îlots, c'est forcément exclusif, excluant, et vous avez toute une partie de la population qui pourrait se retrouver sur le bas-côté. Les premiers à mettre en pratique ce genre de discours, d'ailleurs, ce sont certains millionnaires de la tech dans la Silicon Valley qui sont acquis à la cause survivaliste. Nous devons absolument éviter que ces deux discours ne prennent l'ascendant, et pour ce faire, il faut absolument mettre en pratique, mettre en place très rapidement une nouvelle architecture de la mondialisation qui redonne du pouvoir aux États-nations et à la puissance publique pour une mondialisation mieux maîtrisée, plus ralentie, plus sobre. C'est absolument indispensable si nous voulons éviter effectivement les catastrophes politiques qui, hélas, trop souvent suivent ce genre de crise. Je crois qu'Olivier avait une remarque ou une question. Oui, ce qui est frappant dans cette discussion, c'est qu'on parle des réponses étatiques et éventuellement des réponses supra-étatiques, c'est-à-dire qu'on appelle à plus de coordination entre les États, et qu'on ne parle jamais de la réponse bottom-up qu'il peut y avoir dans les sociétés et du poids relatif de ces réponses-là. Je prends un exemple tout bête. On a parlé de la réponse en Asie et de la réponse des individus qui s'organisent, qui prennent des initiatives civiques, en fait, pour éviter la propagation de l'épidémie par simple habitude culturelle. Un autre exemple tout bête, c'est que, alors qu'en France, on attendait que le président de la République apparaisse à la télé pour nous dire de fermer les écoles et les universités, il n'y a pas une université qui a fermé avant le discours de Macron, sauf une où il y avait eu un cas de Covid. Ça faisait une semaine que toutes les universités américaines, ou à peu près, avaient fermé, alors qu'on attend encore qu'il y ait un ordre de lockdown aux États-Unis. Donc, il y a des cultures politiques dans lesquelles les communautés, au sens des entreprises, des universités, des associations, des églises, que sais-je, bref, l'initiative sociale bottom-up arrive à sa manière, qui est évidemment pas la même, à faire face à des périls de ce genre-là. Et ma question, c'est comment est-ce qu'on réfléchit à ça quand on réfléchit en historien ou en politiste à ce genre de phénomène? Et est-ce qu'on peut attendre de la réflexion qui émergera de cette crise qu'on acquiert nous aussi une capacité à agir par nous-mêmes sans attendre qu'un président ou un Premier ministre apparaisse à la télévision tous les 3 jours pour nous dire quoi faire? Je suis parfaitement d'accord avec ce que vous dites. Et d'ailleurs, moi, quand je parle de puissance publique, je ne l'ai peut-être pas suffisamment précisé, mais j'entends à la fois les autorités étatiques, les collectivités publiques, que ce soit la Commission européenne, les États, etc., mais aussi la société.
hein. Nous avons un pouvoir d'agir en tant que citoyens et en tant que communauté qui est extrêmement important. Et s'il y a une chose que cette crise remet au centre du jeu, c'est ce que j'appelle les communs. Les communs, c'est ni le public ni le privé. C'est ce qui est, les gens qui connaissent bien l'histoire de l'Internet peuvent en parler, ce qui est common, c'est-à-dire ce qui est d'usage collectif, sur lequel on n'a pas un droit de propriété de la même manière qu'on peut avoir un droit de propriété sur sa voiture ou son ordinateur. Eh bien, moi, je crois que cette crise, elle remet au centre du jeu ces communs. Et dans ces communs, on peut y intégrer beaucoup de choses. Ça peut être, bien sûr, l'air que l'on respire, ça peut être l'énergie, ça peut être l'environnement, ça peut être la biodiversité, ça peut être la santé humaine. Au fond, la santé humaine, c'est un bien commun, beaucoup plus qu'un bien public. Et ces biens communs qui ont été théorisés par une très grande politiste et économiste qui s'appelait Elinor Ostrom, qui a reçu le prix Nobel d'ailleurs, il nécessite une architecture institutionnelle qu'on n'a pas du tout aujourd'hui, en tout cas sur laquelle on n'a pas suffisamment réfléchi en Europe et aux États-Unis, même si on est plus avancé sur cette question-là dans certains pays, notamment en Asie, parce qu'au fond, on est encore dans une culture, comme vous le disiez, très étatique. On est encore dans une culture très étatique, alors qu'il faut trouver des solutions de gouvernance qui sont totalement novatrices. Et en même temps, je complète tout de suite mon propos en vous disant que vous avez besoin de la capacité d'anticipation et de coordination des États. Vous voyez bien, par exemple, qu'aux États-Unis, c'est très bien que les grandes universités aient pris des mesures et été plus réactives que le président Trump, mais quand vous voyez qu'il y a une forme de désorganisation ou de cacophonie au sommet de l'État fédéral, vous avez beau avoir des universités ou même des États fédérés qui prennent des initiatives et des mesures, ça crée quand même une impression de désordre. Et au fond, l'épidémie, elle circule et elle ignore les frontières entre les différents États fédérés ou entre les différentes universités. Donc, on a vraiment besoin des deux. Mais c'est vrai qu'un des très beaux chantiers qui est devant nous, c'est d'imaginer une nouvelle architecture pour ces communs. Et ces communs, on les a trop longtemps cantonnés à des problématiques de pays en développement, par exemple des éco-villages en Inde ou des droits de pâturage en Afrique, alors qu'en réalité, c'est quelque chose qui va s'imposer dans nos sociétés complexes, dans les sociétés hyper industrielles, de manière assez forte. Et là, de ce point de vue-là, l'Inde, certains pays africains ont une longueur d'avance sur nous.